L'erreur, c'est d'essayer de penser que tu es tout en haut de la pyramide d'un point de vue intellectuel et compétence, et donc que tous les autres qui sont en dessous, de fait, sont moins bons que toi sur ce que tu fais. C'est tes plus grosses erreurs de management, tu penses ? Philosophiquement, c'est la plus grande, ouais. C'est l'illusion de l'autonomie. C'est de me penser bon manager parce que je me dis, mais si je lui ai laissé plein d'autonomie. C'est une énorme erreur. J'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait, en plus, c'est destructeur. J'ai cramé des gens par cette attitude-là. Je me vois pas être à la tête d'une boîte où j'ai pas une connexion émotionnelle avec les gens avec qui je travaille. Pas ton kiff de remplacer tous tes salariés par des IA, quoi. Mais non, pas du tout. Oh, parfois, quand il y a des problèmes managériaux, je me dis, ça serait quand même pas mal. Allez, il l'a lâché, enfin. Parfois, tu dis, oh, la vie serait plus simple, mais elle serait beaucoup moins marrante. Stop, accordez-moi 1 minute pour que je vous pitch mon nouveau sponsor. Il s'agit de Mathieu Leland. Et oui, vous avez bien compris, il s'agit de moi. J'ai décidé que j'allais m'octroyer le droit de pitcher ma propre offre sur mon propre podcast. Et comme vous êtes des gens très sympas, vous allez m'écouter jusqu'au bout. Alors cette année, j'ai décidé d'accompagner en coaching 7 fondateurs d'entreprises pour développer leur entreprise, si possible en bootstrap, donc en s'autofinançant. Alors comment je fais ça ? J'utilise ma force unique qui est de connaître par cœur l'humain derrière le CEO, ce qui vous empêche de dormir la nuit et toutes les questions que vous vous posez. Parce que j'ai accompagné depuis 5 ans avec le Club Bootstrap 150 CEO de boîtes entre 2 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, je connais par cœur cette cible. Et puis, je vais vous accompagner aussi sur mes forces à moi, c'est-à-dire la vente B2B, le personal branding, le comment recruter et puis, de manière générale, comment bien vous entourer. Et vous bénéficierez aussi de mon réseau. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir une petite conversation comme je les ai dans mon podcast, eh bien, pinguez-moi sur LinkedIn et je serai ravi qu'on échange et de voir si on peut bosser ensemble. À bientôt. Tu fais beaucoup de sport, toi, en particulier quand il fait chaud ? Je fais beaucoup de sport. Et même quand il fait chaud. J'essaie de pas franchir un certain seuil quand même parce qu'après ça devient dangereux. Ouais. Mais ouais, j'aime bien. Et je me suis dit, on se connaît pas, mais j'ai vu le profil, je me suis dit, lui il est sportif, c'est sûr. Ouais, je suis dans les clichés de l'entrepreneur qui aime bien faire du vélo, de la course, du crossfit. Ah ouais. Toutes les conneries habituelles des entrepreneurs. Le crossfit, c'est mort, non ? Ouais, enfin c'est de l'exercice physique, j'appelle ça du crossfit, mais tous les exos un peu... où tu te dépenses, tu penses à rien, ça qui est cool. En gros, t'arrives pas à faire de la méditation ou du yoga, c'est trop... impossible. C'est trop chill pour toi incapable. Et t'as besoin de faire des trucs intenses, quoi. Je suis incapable. J'ai pas la patience. Même les gros sports d'endurance, pour le coup, il y en a plein, là, des entrepreneurs qui font des trucs, des triathlons. Moi, je suis incapable. Je m'ennuie. Bon, déjà, physiquement, faut être fort. Et en plus, je m'ennuie à mort. J'y arrive pas du tout. C'est quoi ton max ? Tu cours combien de temps ? Je sais pas, 1 heure, 1 heure et quart, quoi. Mais c'est bien, déjà. Oui, c'est bien, mais je veux dire par rapport à ceux qui vont faire des trucs... ah oui, des trails et tout. Ouais, voilà, des choses comme ça. Je suis incapable. Même quand je fais des sorties en vélo avec des copains, je finis toujours par sortir mes écouteurs parce que sinon je m'ennuie. J'écoute des podcasts. Ah ouais. Voilà, c'est une bonne opportunité d'écouter des podcasts. Ah ouais, pas mal. Bah, en fait, c'est vrai que... Alors moi, depuis que j'ai des enfants, je me suis carrément mis à courir comme une grand-mère. Je fais 25 minutes le matin. Mais comme ça, du coup, je cours quasiment tous les matins. Ouais. Et en fait, c'est bien parce que ça libère de l'énergie. Bon, en ce moment il fait beau et tout, c'est agréable. Et surtout, c'est un conseil que j'avais reçu de Mathieu Blanchard. Okay. Ça m'a déculpabilisé à mort. Il m'a dit la plupart des gens essaient de faire la compétition pour rien en fait. Et donc tu cours souvent au-dessus de ton seuil de capacité, enfin tu vois, de capacité respiratoire normale. Et donc en fait, au bout d'un moment, tu plafonnes en termes de capacité. Et qui dit que pour progresser à l'entraînement, en fait, il faut courir en pouvant parler ou en pouvant respirer par le nez. Okay. Tu vois, en même temps que tu cours. Et du coup, depuis que je fais ça, je fais sur 25-30 minutes en gros de course, je fais toujours 20 minutes comme ça en courant comme une grand-mère. Et après, j'accélère les 5-10 dernières minutes pour un peu me challenger et puis faire monter le cardio, tu vois, pour progresser aussi. Mais c'est beaucoup plus agréable. Et du coup, je sais pas, j'écoute un podcast, mais tu as vraiment le temps aussi, parce que quand tu cours vite, je trouve que tu as du mal à être concentré sur un audio en même temps. Vrai. Moi, je dois pas courir assez vite, c'est pour ça. Ah ouais, ça me laisse le temps d'écouter des podcasts. Ben oui, de toute façon, on va parler de performance, de rapport à la performance, parce que en effet, c'est ton histoire entrepreneuriale que d'avoir fait pendant 10 ans une grosse croissance, 300 salariés aujourd'hui. Je vais du coup te présenter, comme ça fait la bonne transition. Mais donc Hugo, toi, tu as quitté ta première boîte dont tu étais salarié, Xebia, en 2014. Tu avais 27 ans pour fonder Tiga. Et Tiga, c'est un cabinet de conseil qui est dédié au product management. Donc c'est un mot d'ailleurs qui existait à peine à l'époque à Paris en tout cas. Et donc tout de suite ça marche et tu commences à manager une dizaine de personnes qui sont plus âgées que toi. Tu bosses soirée et week-end comme tout bon entrepreneur ambitieux, donc de toute façon on vient de le voir, tu es plutôt quelqu'un qui va repousser tes limites, j'ai l'impression.
Et en 10 ans, Tiga, c'est près de 300 collaborateurs, 30 millions de chiffre d'affaires, des bureaux à Paris, à Madrid et à Zurich. Et puis, évidemment, modèle de service, mais aussi parce que tu as une volonté d'indépendance, pas de levée de fonds jusqu'à présent. Ce qui est intéressant, et on va en parler aussi tout à l'heure, c'est que vous avez une histoire internationale dès le début, avec une première filiale en 2017 à Sydney, à l'autre bout du monde, complètement au fuseau horaire et tout. Donc tu m'as expliqué pourquoi tu fais tout ça. Tu es également pionnier de la communauté produit en France, avec un co-organisateur de la ProductConf, plus de 2000 participants chaque année en Europe. Et puis tu as écrit plein de bouquins aussi sur le sujet du produit en général. Voilà, mais derrière cette réussite, et c'est ce qui m'intéresse particulièrement, il y a l'homme. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ton rôle de CEO. Voilà, qu'est-ce qui t'empêche de dormir ? Qu'est-ce que tu préfères dans ce job ? Qu'est-ce que tu détestes dans ce job aussi ? Parce que tu as quand même une grosse expérience de CEO et de manager. Justement, ce jeune manager qui a été confronté à la croissance rapide, comment tu as vaincu le fameux syndrome de l'imposteur par lequel tout le monde passe. Le mari aussi, parce que tu as une femme qui est aussi entrepreneur. Qui cartonne. Elle est passée d'ailleurs dans le dernier épisode de 40 nuances de Next. Là, exactement. On peut la citer. Oui, bien sûr. Charlotte Coallier, qui est la CEO d'Attaque, qui fait de l'assurance en cybersécurité. Voilà, donc on la salue. Et donc ton combat pour avoir de l'ambition internationale dès le début, qui est aussi un problème français, en effet, parce qu'on se cantonne souvent, même dans le logiciel, même parce que c'est le produit, c'est ça, souvent c'est le logiciel, en fait, à des ambitions nationales. Et puis, un sujet dont tu as pas mal parlé, qui m'intéresse, surtout à l'échelle de la boîte où vous êtes, c'est la solitude du dirigeant qui a souvent besoin d'être aimé plutôt que respecté. Voilà un sujet dont tu as déjà parlé. Alors ça, c'est très personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui, je pense, ont une approche un peu différente des choses. Et d'ailleurs, c'est sans doute eux qui ont raison. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu ce biais-là. Malheureusement, alors on va en discuter, mais ça a plein de bénéfices, mais ça m'a joué quelques tours aussi. Ah, c'est sûr. Tu sais, j'ai fait pour le coup, il y a un excellent épisode que j'ai tourné avec Thibaut Renouf, le CEO de Partout, et qui parle exactement de ça. Où il dit à quel point pour lui c'est dur de ce rapport copain, exactement. Voilà, copain versus patron. Surtout à son âge, puisqu'il a pareil, tu vois, là maintenant il a 31 ou 32, je pense qu'il a 32. Mais ça a été construit à l'échelle d'une boîte où ils sont maintenant 400, un truc comme ça, 350, on va à peu près la même taille que toi. Oui, c'est les mêmes ordres de grandeur, on va dire. Ouais. Donc c'est quand même un truc fréquent, je pense. Ok, génial, ça te va comme programme ? Ça me va, super. Génial. Parfait. Et est-ce que moi je vais te poser du coup ma première question, la classique. C'est quand la dernière fois, Hugo, que tu t'es senti à poil et sans filet ? Alors... Je vais les répondre dans le cadre professionnel, parce que dans le cadre privé, on va dire que comme je suis papa, j'ai l'impression d'être en permanence à poil et sans filet, parce que je découvre ce que c'est que d'être papa. T'as combien d'enfants ? J'en ai qu'un, donc voilà, je fais l'apprentissage tranquillement avec lui, donc là je suis en permanence à poil et sans filet. Dans le monde professionnel, je pense que la fois où je me suis retrouvé le plus devant une espèce de montagne, où je me suis dit là c'est chaud, c'est quand on a racheté une boîte en Suisse. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est présent en Suisse parce qu'on a fait une acquisition, on a fait un peu de croissance externe. Alors, c'était pas une grosse boîte, mais le fait de faire une acquisition à l'étranger, déjà faire une acquisition, c'est pas instinctif. C'est-à-dire qu'on t'apprend... Moi, je suis techos de formation, je suis développeur. Donc, j'ai pas fait une grande école de commerce où j'ai fait du M&A, des choses comme ça, j'y connais rien. Je te mets un petit peu d'eau au passage. Ouais, avec plaisir, parce que la température monte. Ouais. Déjà. Donc ça, j'y connaissais rien. Donc déjà, faut acheter une boîte, première chose. Ensuite, faut l'acheter en Suisse. C'est pas l'Europe. Donc c'est l'Europe géographique, mais c'est quand même pas l'Europe d'un point de vue légal. Donc là, ça rentre dans des discussions d'avocats, des trucs à n'en plus finir. Tu mets quand même pas mal, tu vois, sur la table, tu prends un risque important avec des gens avec qui, fondamentalement, tu as discuté combien de fois ? 5 fois ? 6 fois ? C'est à peu près ça. Donc, tu as l'impression de bien te connaître parce que tu dis « Ah, tiens, le courant passe », mais en pratique, t'en sais rien. Et là, j'avoue que c'était une des fois où je me suis senti quand même... je me suis dit pourquoi je m'impose ça ? Il y avait aussi un petit côté très excité d'un côté parce que c'est génial de se mettre en danger. Et en même temps, parfois, tu sais, tu rentres chez toi et tu te dis, mais est-ce que j'étais vraiment obligé de faire ça ? Franchement, qu'est-ce que ça va m'apporter de faire tout ça ? Et donc, au final, t'es content, tu le fais. Si ça se passe bien, c'est encore mieux. Mais voilà, je pense que c'est la dernière fois où je me suis senti littéralement à poil. C'est quoi ta plus grande peur dans ces moments-là, quand tu fais une acquisition comme ça et que tu te dis, c'est quoi tu penses qui va être qui pourrait être le plus gros échec ? T'as peur de faire une connerie quand même, hein ?
Mais sur quel plan? C'est plutôt financier, plutôt humain, plutôt carrément mettre en péril ta boîte? C'est quoi qui te fait perdre du temps? C'est quoi qui un peu de tout ça. Le temps, pas trop. Enfin, tu penses que tu peux en perdre, mais c'est pas une crainte. Tu vois, je me dis pas, oh là là, est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Parce que je fais des choses qui m'amusent et qui me passionnent. Donc, de fait, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Puis, tu apprends énormément de choses. Non, tu as peur vis-à-vis de tes associés aussi. Parce que, en l'occurrence, c'est souvent moi qui ai porté ces sujets-là un peu prise de risque. Tu vois, un peu, faut passer un cap, faut faire quelque chose. Donc, ils te font confiance, ils posent les questions, mais c'est quand même toi qui es aux manettes sur une opération comme ça. Donc, tu leur es redevable, hein, d'une certaine manière quand même. Tu as des associés avec qui tu as créé la boîte. Si tu fais n'importe quoi, tout le monde en pâtit. C'est pas que toi. Enfin, dans mon cas de figure. Parfois, il y a des entrepreneurs qui sont vraiment tout seuls. Mais en l'occurrence, bon, c'est pas mon cas. Donc là, tu as une petite peur de dire, mais est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Et je vais nous mettre dans le mur et après, je vais devoir aller leur dire, bon, les mecs, je me suis bien planté. Financièrement, c'est évident. Hein, sans rentrer dans les détails du deal, c'était pas non plus un truc monstrueux en termes de mise en danger, mais dans une période pas facile, parce que l'acquisition, on l'a faite on est en 2025, on l'a fait en 2024, ça a 1 an, hein. Donc on est quand même en plein milieu d'une période qui est pas bonne. Donc tu prends un risque dans une période qui est pas bonne. Donc là, t'es un peu flippé. En même temps, t'as dû payer moins cher. Ouais, mais il y avait un bon deal, si tu veux. Mais même un bon deal sur le papier, ça peut tourner en un truc catastrophique. Alors après, c'est pas mon caractère. Moi, je suis plutôt quelqu'un de positif. Donc, en le faisant le deal, je me dis pas, oulala, et si ça tourne mal? Je me dis plutôt, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mais bon, dans un coin de la tête, tu as quand même cette crainte de faire une bêtise, quoi. C'est marrant parce que ce que tu as dit, finalement, c'est presque plus tu l'as évoqué, mais le fait de décevoir, ou en tout cas de mettre une contrainte sur tes associés aussi. Peut-être. Ouais, clairement. Il y a ce côté, c'est un peu un fil conducteur perso, parce qu'en intro, tu disais, oui, l'envie d'être aimé. Alors, c'est pas lié à l'envie d'être aimé, mais oui, j'ai ça en moi, je me sens redevable vis-à-vis des personnes qui m'entourent, même vis-à-vis des salariés de la boîte. Parce que tu sais, tu es dans une période qui est pas facile. Donc forcément, les messages que tu envoies à ta boîte, c'est pas c'est la fête, champagne à chaque apéro, c'est plutôt on va être raisonnable, on va pas trop investir, les primes de fin d'année, comptez pas trop dessus, les augmentes, ça va être chaud. Et en parallèle, tu reviens en septembre et tu leur dis « Hey, by the way, on a racheté une boîte ». Donc là, tu as les gens qui te regardent comme ça et disent « Alors attends, je comprends pas. D'un côté, on nous dit que ce sont les vaches maigres et de l'autre, tu nous dis que tu as racheté une boîte. » Donc faut l'expliquer, même si moi, intérieurement, je sais que le deal... il est bon, on sait pourquoi on le fait, que ce sont pas des vases communicants, ça marche pas comme ça. Ta stratégie d'entreprise, tu raisonnes sur plusieurs horizons de temps, ça c'est un investissement que tu fais pour le futur, la gestion de tes primes et de ta masse salariale, c'est un truc que tu gères année par année, donc même si à mon niveau je suis convaincu que c'est une bonne décision, faut l'expliquer, et donc tu te sens redevable vis-à-vis des gens. Donc moi je suis pas le type de dirigeant qui va leur annoncer, leur dire bon bah de toute façon en fait c'est comme ça, je m'en fous, si vous êtes pas content... allez voir ailleurs. Donc pour toutes ces raisons, tu vois, c'était un sacré défi. Ouais, je comprends. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, du sentiment de redevabilité. Je crois que je l'avais pas encore entendu de cette façon-là, mais parce que malheureusement, il y a aussi des patrons qui, malheureusement, c'est humain aussi, tu vois. Mais je pense qu'il y a des patrons qui se disent, bon, c'est moi qui ai créé la boîte, c'est moi qui ai pris le risque initial, c'est moi qui continue à le porter ce risque. Et toute la responsabilité qui va avec le fait de gérer une entreprise en France, avec toute la complexité administrative, le management, le tralala, tu vois. Et donc, les salariés, ils peuvent déjà être bien contents que je leur verse un salaire à la fin du mois, tu vois. Ouais, c'est un peu à l'ancienne quand même, ce raisonnement-là, mais... Je pense qu'il y a toujours j'ai le sentiment qu'il y a toujours une ambivalence chez l'entrepreneur. Tu as toujours ce côté un peu... Putain, les gars, quand même, je me tanne les fesses pour vous. Vous pourriez donner un petit peu de gratitude, et en même temps peut-être c'est ce sentiment de responsabilité de se dire waouh, je suis en train d'emmener une équipe, des familles, etc. Et donc ça marche comme tu dis, il y a l'ambivalence, il y a la recherche d'équilibre. Souvent quand tu es dirigeant, toi aussi tu as besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que souvent, les salariés, tu sais, dans le management, c'est un sujet qui revient très, 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 très fréquemment sur la table, le besoin de reconnaissance. Exactement. Qui n'est pas forcément une gratification, c'est pas que du salaire, etc. Il y a la même chose chez un dirigeant. Hein. Faut pas rêver. Faut pas croire que parce que tu es dirigeant, tu n'as pas besoin de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle vient autant de tes pairs
sur le marché. Voilà, être invité dans un podcast, c'est une forme de reconnaissance, mais tu es aussi très, 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 très heureux quand c'est une reconnaissance qui vient de tes salariés et de tes équipes. Donc ça marche clairement dans les deux sens. Après, il ne faut pas que ce soit un moteur. Fais pas les choses pour la reconnaissance. Voilà. Mais ça fait plaisir, c'est sûr. Alors du coup, mais c'est quoi toi? Tu t'es dit je vais être mon propre cheerleader parce que je sais pas quand est-ce que ça va arriver, tu vois, et donc je me débrouille pour être fier de moi, en tout cas m'auto-congratuler quand je suis content d'avoir fait quelque chose. Ou est-ce que carrément tu vas en demander, tu fais comment toi? Alors je m'auto-congratule pas beaucoup. C'est pas trop dans mon caractère, ni dans celui de mes associés d'ailleurs. C'est peut-être un de nos défauts. On prend rarement le temps de faire des pauses pour se satisfaire de ce qu'on a. Et là, quand je dis ça, c'est même pas perso, hein. C'est pas tous les trois en se disant hey, champagne, discretos. C'est même collectivement, on est tous les trois des ingés, on est tous les trois assez analytiques. Et donc, on a beaucoup tendance à voir ce qu'on a envie d'améliorer et ce qui marche pas, que quand même la satisfaction de se dire que on a monté une jolie boîte avec plein de succès, des gens qui sont heureux d'être là pour l'immense majorité. Donc il y a plein de raisons d'être content, mais on s'arrête pas souvent pour se le dire. Et à titre perso, je suis pareil, donc j'ai pas trop d'auto-congratulation, plutôt dans l'autre sens. Et plutôt dans l'insatisfaction permanente. Plus. Ce qui est pas bien non plus, hein. Mais si je devais choisir entre les deux, clairement, ce serait plus l'insatisfaction permanente que la Classique, congratulation permanente. Ça, c'est sûr et certain. Classique. Ok. Et du coup, ça me fait penser à... Moi, je m'intéresse beaucoup aux moteurs qui donnent envie d'entreprendre. Et du coup, ce sentiment d'insatisfaction pour moi, tu vois, j'en parlais avec pareil Thomas Anguerreur, qui est mon dernier épisode, qui a 30 ans, et tu vois, il s'est lancé quand il était aussi assez jeune. Là, ils vont faire 12 millions de chiffre d'affaires, ils sont une cinquantaine de salariés, il a à peine 30 ans, donc c'est pareil, tu vois, il a quand même beaucoup de poids sur ses épaules, et lui, il a constamment peur de perdre, peur d'échouer sa boîte, alors que objectivement, tu vois, c'est une sacrée réussite. Et donc, il est tout le temps un peu comme ça, dans l'impatience, dans l'envie que ça aille plus vite, dans le besoin que les choses soient parfaites, entre guillemets, pour s'assurer qu'il se plante pas, quoi, tu vois. Qui est un peu le syndrome du bon élève, je pense, qui est très présent chez les patrons de la tech, je pense. Toi, ça devient d'où, tu penses, cette insatisfaction? Alors pour le coup, c'est pas la peur le moteur. Je pense chez moi, c'est pas du tout la peur de perdre ce que j'ai, parce que en fait, j'ai toujours eu, pour le coup, je suis très insatisfait, mais j'ai toujours eu beaucoup confiance en moi, dans mes capacités, parce que et c'est pas de la prétention, j'ai confiance. Je juste me dis, je suis pas plus con qu'un autre. Il y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Voilà. Il y a plein de gens qui vont être beaucoup, beaucoup plus brillants. Donc ceux-là, ils sont peut-être inaccessibles. Mais il y a aussi beaucoup de gens normaux. Et il n'y a pas de raison que j'arrive pas à faire mon trou là-dedans. Donc là-dessus, j'ai toujours eu confiance. Et je suis pas... j'ai pas la peur du vide, de me dire, bon, si je plante et si je fais ça. C'est plutôt l'insatisfaction de pas faire mieux. C'est que je suis persuadé qu'on pourrait faire toujours mieux que ce qu'on fait. Et ce qui est vrai dans l'absolu. Tout le monde peut faire toujours mieux. Après, le problème, c'est de mettre des seuils. Parce que c'est comme bosser... tu peux bosser 24/24. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire. N'importe qui, d'ailleurs. C'est pas qu'un truc d'entrepreneur. Potentiellement, tu es dans une boîte, tu pourrais bosser en continu. Surtout dans nos modes de fonctionnement actuels, il n'y a plus de fin au travail. Il y a toujours un nouveau truc qui arrive. Donc, il faut savoir se mettre un peu des frontières. Mais moi, dans le moteur, non, c'est l'insatisfaction parce que je sais qu'on peut faire mieux. Je sais qu'on peut faire... être plus fort dans certaines approches, être plus qualitatif, aller plus loin, adresser un autre dossier qu'on laisse de côté. Donc c'est un peu cette challenge permanent, cette envie de progresser et qui crée un peu une insatisfaction, mais qui a un moteur. Voilà, faut pas que ce soit une insatisfaction qui après te tire vers le bas, te freeze en disant oh là là, il y a trop de trucs qu'on fait pas bien, on va jamais y arriver. C'est plutôt bon. Maintenant, on va se relever les manches, on va attaquer les sujets, et c'est un moteur pour essayer de faire mieux. Et tu as toujours été comme ça? C'est-à-dire, par exemple, quand tu étais plus jeune, et comment tu relis ça surtout à ton envie d'entreprendre à un moment donné? Est-ce que tu sais quand est-ce que ça s'est déclenché? Très tôt. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Ça, finalement, c'est mon caractère. C'est personnel. Entrepreneur, pas entrepreneur, j'ai toujours été comme ça. J'aime les défis, j'aime me faire mal. J'aime me mettre au pied du mur.
j'aime me mettre un peu en difficulté. Même scolairement, j'ai toujours été un mec très last minute. J'ai jamais été aussi bon. Ça marche jusqu'à un certain seuil, ça. Ouais. Ça, c'est la limite de la confiance en soi. C'est quand la confiance en soi devient... un peu d'arrogance. Devient de l'arrogance. Et là, tu te prends une petite porte et tu te dis, bon, là, c'était un peu... J'aurais peut-être pas dû. Mais j'ai toujours fonctionné, c'est-à-dire plutôt... j'ai jamais été aussi bon que dans l'urgence. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'anticiper à mort, ils planifient tout, ils sont hyper cadrés. S'ils ont plein de temps pour faire un truc, moi, pour le coup, l'urgence, c'est une espèce de moteur. J'ai une adrénaline qui monte et j'adore ça. Et ça me fait pas du tout paniquer, pour le coup. Après, le côté entrepreneur, le moteur, il est pas du tout familial. Moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Tes parents, ils faisaient quoi ? Alors mes parents, moi je suis vraiment, j'ai beaucoup de chance, je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche, vraiment. Mon père est chirurgien, ma mère est comédienne. Génial. Donc voilà, un mélange assez intéressant. J'ai vraiment beaucoup de chance. Le côté créatif et le côté... Ouais, on peut l'interpréter de plein de manières. Je sais pas quel côté chirurgien, mais scientifique, peut-être, ouais. Carré, ouais. Pour le coup, faut être carré. Oui, pour le coup, faut être un peu rigoureux. Ça, t'as pas trop de choix là. Vaut mieux anticiper un peu. Là, l'urgence, c'est pas bonne conseillère. Ah ouais, c'est clair. Mais donc voilà, moi j'ai pas, c'est plus j'ai toujours voulu entreprendre. Je pense à partir de la seconde. C'est en classe de seconde où je me suis dit que j'allais être entrepreneur. Je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Enfin, je mettais pas de mots là-dessus, mais c'est ce côté l'indépendance, enfin l'autonomie. L'autonomie, ça c'est toujours un truc qui m'a tenu à cœur. J'ai toujours été très autonome. Si t'as des parents parce que c'est des professions quand même considérées comme libérales quoi, en fait. Ils font leur propre chemin, leur propre clientèle, leur propre... Oui, complètement. Alors peut-être que ça m'a influencé sans que je m'en rende compte, ça c'est aussi possible, mais ce ne sont pas du tout des entrepreneurs dans le côté scale. Tu vois ce que je veux dire ? Ce ne sont pas des métiers de scale. Enfin, sauf si, je sais pas, tu démarres des cliniques à n'en plus finir, ou que tu es comédien et tu démarres une maison de prod. Voilà, mais ce sont des métiers qui reposent beaucoup sur ta personne. Il y a pas de, tu peux pas te démultiplier à l'infini, donc tu ne peux opérer que X fois par jour et tu ne peux tourner ou jouer que dans 2 pièces de théâtre. Oui. Voilà, même s'il y a des comédiens qui en font trop, mais donc ils m'ont pas inculqué ce côté faut recruter des gens, faut aller à l'international, faut se stretcher en permanence. Mais ça c'est venu un peu sur le tas. Mais l'envie d'entreprendre, oui, je l'ai depuis vraiment longtemps. Ouais. Vraiment très longtemps. Et tu as eu des premières idées de boîte ou comment ça s'est passé ? Tiga, c'est ta première boîte ou tu as fait des trucs un peu comme ça dans ce sens ? Non, c'est ma première boîte. Et ce qui est rigolo dans la petite histoire de la création de Tiga, c'est que le mec avec qui j'ai créé Tiga, Alexandre Yerman Thésée, qui est un pote d'école d'ingé, en fait, on voulait monter une boîte ensemble en 2006 ou 2007. Donc la boîte, on l'a créée en 2014, donc c'est quand même écoulé un peu de temps entre les deux. Et à l'époque, je me souviens très bien, la boîte qu'on voulait monter, c'était pas du tout un cabinet de conseil, c'était Lydia. Lydia n'existait pas. On voulait monter Lydia. Donc c'est les solutions pour ceux qui connaissent, parce solutions de paiement par téléphone. En fait. On avait fait le même constat de pain que Lydia, l'espèce d'échange d'argent entre potes, etc. Bon, le constat, c'est rien, on est d'accord. Ce qui compte, c'est tout ce qu'ils ont fait derrière. Donc, je dis pas ça. Vraiment, faut pas que ce soit interprété comme on avait pensé à l'idée avant eux, comme des millions, de toute façon, l'idée ne compte pas, millions de personnes. Voilà, l'idée ne compte pas, c'est que l'exécution. Exactement. Donc, je dis juste ça parce que c'était rigolo. Vraiment, la boîte qu'on voulait monter. Donc là, on était vraiment tout jeune, parce que donc on avait 20 ans, quoi. On était en école d'ingé ou juste après, 21 ans, 22 ans. Et par contre, là, on était à poil et sans filet. On a vu le mur de ce que ça impliquait que de monter une boîte comme ça. On était à la plage, on a fait « Oh là, ça a l'air bien compliqué cette histoire. Finalement, on va rien faire. » Donc là, on s'est bien dégonflé. Après, on a bossé, on a commencé nos carrières. Et c'est des années plus tard qu'on s'est retrouvés pour se dire « Bon, allez, maintenant, on va monter une boîte. » Et le conseil est venu naturellement parce qu'on bossait chacun de notre côté dans le conseil. Donc, c'était notre savoir-faire quand même. Donc on a été au plus facile, entre guillemets, sur un positionnement qui nous parlait bien, mais quand même au plus facile d'un point de vue entrepreneurial. Donc c'est l'histoire d'une retrouvaille en fait. Parfois ça met du temps à se maturer. On s'est pas quitté. Bien sûr, vous étiez restés très potes. Voilà, mais vraiment, on savait qu'on voulait monter une boîte ensemble. Ouais. Ça, c'était acté depuis donc quand même 7 ans ou 8 ans avant de le faire. Et vous êtes encore ensemble maintenant ? Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi les avantages d'être... Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. C'est quoi les avantages de faire une boîte avec son pote ? Et c'est quoi les gros inconvénients ? C'est un gros débat, ça. Et pour toi ? Binôme, pour moi, avantage évident, c'est quand même
une forme de connexion intellectuelle. C'est-à-dire que quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est une grosse prise de risque. Donc là, pour moi, on avait enlevé une partie du risque qui était « on se comprend ». Ce qui est quand même majeur. Enfin, quand tu regardes les histoires d'associations, et je l'ai vécu plein de fois autour de moi, et ma femme pourra en parler aussi d'ailleurs, c'est pas facile parce qu'au début, en fonction de l'historique que tu as avec la personne, tu crois te comprendre parfaitement, puis quand tu commences à travailler ensemble, c'est pas la même chose. Nous, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais on se connaissait tellement et on était tellement sur le même plan intellectuel que, la preuve, ça fait 12 ans ou 11 ans maintenant et on est toujours associés, on s'entend toujours très bien et on est toujours très potes parce qu'on se comprend. Voilà, on est capable de se parler, parfois on s'engueule, doucettement, mais on se comprend très très bien. Donc ça, c'est énorme avantage. Inconvénient, l'inconvénient, pour le coup, moi je les ai pas encore vus. Je pense que les inconvénients, tu les as quand ça pète. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, tu perds la relation. Voilà, exactement. Moi, j'ai cette chance, entre guillemets, que ça n'a pas pété, donc j'ai pas encore eu les inconvénients d'être associé avec un pote. J'ai vu presque que les bénéfices. En fait, en tout cas, c'est sûr que moi, par exemple, j'ai des exemples autour de moi de très bons potes qui ont monté une boîte et où malheureusement, ça s'est fini... ça s'est fini correctement, tu vois. Mais du coup, c'était douloureux à la fois, c'est douloureux pour l'entreprise parce que parfois, les décisions prennent beaucoup plus de temps à être prises parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sentimental et donc, elles sont repoussées, elles sont timorées, elles sont, tu vois, voilà. Puis un côté papa-maman aussi, souvent. Il peut y avoir papa-maman. Les deux dirigeants qui s'entendent plus. Ah oui, pour les autres salariés. Dans la même boîte. Oui. C'est très compliqué, ça. C'est ça. Très compliqué. C'est ça c'est vrai. Et, mais du coup, ce que je trouve potentiellement difficile aussi, comme dans toute relation où il y a de l'affect, en fait, de toute façon, je pense que même si tu commences à t'associer avec quelqu'un que tu ne connais pas, au bout d'un moment, il va se créer des sentiments. Enfin, c'est clair. Les gens, c'est n'importe quoi. La frontière pro-perso, comme si ça existait, comme si c'était, tu vois, un mur entre les deux, ça n'existe pas. C'est impossible. Mais d'autant plus là, dans quelle mesure, comment vous arrivez à travailler la relation pour pouvoir vous dire les choses et qu'est-ce qui est encore difficile aujourd'hui? Parce que ça peut intéresser, je pense, beaucoup de gens. Alors, je sais pas si on travaille. Je pense qu'on fait peu de choses consciemment. Tu vois, tu as peut-être des entrepreneurs qui vont dire « Ouais, on a des rituels. » C'est un peu comme dans un couple. On a un dîner par semaine où on est juste tous les deux. Bon, nous, on n'a pas ces rituels-là. C'est assez spontané. Ouais. Je pense aussi une chance qu'on a eue, c'est que pendant des années, on ne s'est pas marché sur les pieds parce qu'on avait des jobs dans la boîte très différents. Donc, on est assez différents en termes de personnalité. On a des attentes aussi qui sont alignées au global, mais qui au quotidien ne sont pas les mêmes. Donc, on trouve chacun nos comptes dans ce qu'on fait. Et donc, de fait, on ne se marche pas sur les pieds. Donc, ça a été un peu aussi la clé de la bonne entente. C'est on s'admire, on se respecte et on ne se marche pas sur les pieds. Là, c'est un peu la clé. Après, dans nos communications, il y a des moments difficiles qui sont liés à la boîte et on arrive toujours à un moment se dire faut qu'on se voit tous les deux. Voilà. Parce que en fait, on est 3 fondateurs. Le 3e est arrivé juste après, Stéphane. Donc, il est late founder. Bon, ça fait tellement longtemps qu'il est là que moi, je le considère comme un fondateur. Je ne le vois pas comme bande à part. Mais comme il y a ce lien personnel avec Alexandre, avec qui quand même vraiment on a créé la boîte tous les deux, il y a un moment où vraiment au bout du bout, c'est nous deux dans une pièce. On a besoin de discuter. Avec 2 grandes box. Avec pas trop de grandes box. Non, franchement, c'est les vraies disputes. Je sais pas, 2 en 10 ans, quoi. Mais t'as pas l'air d'être un mec... t'as l'air d'être un mec qui maîtrise plutôt ses émotions. Bon communicant. Je ne fais pas ça pour te mettre à l'aise, mais... Bon communicant, je vais prendre le compliment. Merci. Maîtriser mes émotions, je suis quand même un peu sanguin. Ah ouais? Mais pas au sens pas violent. C'est-à-dire que t'as pas tapé de salarié, mais ça c'est... Non, j'ai pas tapé je te rassure, ce serait plutôt dans l'extrême, ça. J'aurais jamais de mots hyper agressifs où ça part dans les insultes. Ça, non. Ça peut être violent dans les mots que j'emploie, pas dans leur vulgarité, mais dans le message que je fais passer, ça peut être assez violent auprès des gens de qui je suis le plus proche. C'est-à-dire que pour le coup, moi, je maîtrise énormément mes réactions et je me contrôle énormément avec les salariés, finalement, plus tu es loin de moi, plus tu vas avoir une version contrôlée, plus tu es proche, plus c'est dur. Parce que je suis en confiance aussi
et que je vais être beaucoup plus dur avec mes associés, mais ils vont être durs avec moi aussi, hein, que peut-être avec quelqu'un d'autre où je vais arrondir les angles, je vais essayer de trouver les bonnes formulations, pas toujours avec succès, enfin je fais de mon mieux. Et pour le coup, mon associé Alexandre, il est complètement différent. Et ça aussi, donc c'est vrai qu'on a rarement des engueulades frontales parce que lui, mec, fondamentalement, aime pas trop le conflit, donc il le fuit pas, mais il verbalise pas énormément. C'est plutôt un taiseux. Moi, je vais avoir tendance à beaucoup parler, lui, il va avoir tendance à se taire, à absorber l'information, à revenir avec de manière un peu structurée, donc ça tempère aussi. Ouais. Ça tempère. C'est la théorie de la tortue et du singe dans le couple qui marche. Ou alors là, vas-y, je l'ai pas celle-là. Je te la donne. C'est particulièrement adapté pour les couples parce que on dit que dans la façon de réagir dans un couple, alors c'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais il y en a un qui va être plutôt tortue. La tortue, c'est celui qui va rentrer dans sa carapace quand il y a un conflit, qui va avoir besoin de distance, de temps, qui va peu communiquer, qui va parfois faire la gueule, tu vois, ce genre de choses. Et le singe, c'est l'inverse. C'est celui qui veut absolument résoudre le problème maintenant, qui va relancer la communication, qui va être là, voire parfois qui va le créer, tu vois, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est un peu tu et que ça va pas, et tu vois, il va y aller, quoi. Bon, bah, clairement, dans notre couple d'entrepreneurs, aucune hésitation possible. C'est la tortue et je suis le singe. Aucune hésitation possible. Je trouve que c'est une bonne façon. Tu vois, c'est une bonne façon de verbaliser, que ce soit pour ton couple dans la vie privée ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Parce là, que il y a 2 singes alors. Ah ouais, il y a 2 singes. Ah c'est vrai. Ah ouais. T'es sûr? Ah, parce oui, que moi j'ai beau creuser, je pensais que ma femme était singe aussi parce qu'elle est très volcanique. Je la salue et je l'embrasse évidemment, Alexandra. Bien sûr, on l'embrasse, mais très volcanique, très directe, très vivante, très extravertie de manière générale. Mais en fait, et ça a mis du temps à le capter, mais en fait, en analysant plusieurs de nos réactions à chacun, on a vraiment capté que moi j'étais singe et qu'en fait elle est tortue. D'accord. Elle typiquement, elle peut faire la gueule, se renfermer. C'est pas grave si on n'a pas résolu le truc le soir même, le lendemain, voilà, tant pis, tu vois. Moi, je me sens rejeté, je pète un câble, je suis pas bien, tu vois. Donc quand tu creuses un peu, il y en a toujours un qui est comme un peu plus tortue, un peu plus singe. Je ferai la psychanalyse sous le prisme tortue-singe pour voir quand elle écoutera ce podcast. Je sais pas si elle se reconnaîtra. À mon avis, quand même. Elle va quand même se reconnaître dans le personnage du singe plus que de la tortue, mais on va voir. Ouais. On va voir. Elle va te dire enfin Hugo, t'es sérieux Peut-être que je la connais peut-être pas si bien que ça. Une bonne transition parce que t'as fait vous avez fait un truc qui est une série de podcasts avec ta femme justement sur en gros pas entreprendre en couple, mais entreprendre chacun, quand en tout cas le couple d'entrepreneurs. Voilà, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu avais envie de partager? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Oui, c'est une bonne question. Quand je regarde la série de petites vidéos qu'on a tournées, je me la demande aussi. Je me dis, mais pourquoi on a fait ça? Je pense que j'avais envie de me marrer. J'avais envie de... C'était aussi une espèce de forme de thérapie un peu publique. Ça m'amusait qu'on arrive à verbaliser l'un et l'autre ce qu'on était en train de vivre. Quand je le présente comme ça, on a l'impression que c'est un truc horrible ou pas du tout, hein, mais c'est quotidien de personnes tout à fait normales. Mais je sais pas, j'avais envie qu'on le verbalise, qu'on en fasse un petit peu quelque chose. Et on bossait à l'époque avec une agence bien connue dans le monde des startups et j'avais l'opportunité de faire ces petites vidéos et je lui ai proposé parce qu'au début c'était moi qui devais faire des vidéos tout seul. Et en fait j'en ai fait plusieurs et au bout d'un moment je me suis dit c'est cool mais j'ai envie d'autre chose. Et en plus, je suis pas sûr que ce que je raconte, tu vois, on parlait de syndrome de l'imposteur, je suis pas persuadé que ce que je suis en train de raconter la passionne absolument les foules. Donc, on va essayer quelque chose d'un peu différent. Et là, on a une accroche qui peut être rigolote. Essayons. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment parti comme ça, très expérimental. Ma femme était pas très chaude, pour être honnête. Elle avait pas très envie de le faire. Elle a été gentille et elle m'a dit si ça te fait plaisir, je vais me plier à l'exercice. Donc elle l'a fait très gentiment et voilà, et ça a donné cette petite série qu'on a faite qui est rigolote, quoi. Voilà. Ok. Non, mais c'est cool, hein. Justement, vous parlez pas mal de. Je me souviens, en tout cas, des épisodes où vous parlez de l'envie d'entreprendre, où en gros, tu dis que tu avais été un peu frustré au début de votre relation parce que elle n'était pas entrepreneur, toi oui, et que du coup, tu bossais beaucoup parce que c'était en plus le démarrage de Tiga, et donc tu avais parfois le sentiment de ne pas être compris dans le couple. Je pense qu'il y a un truc un peu classique quand tu as un entrepreneur et pas l'autre, c'est que le rythme de vie, la charge mentale, le rythme de travail est un peu submergent et c'est un truc classique que d'avoir des dirigeants. D'ailleurs, malheureusement, beaucoup de couples, je pense qu'il y a une surreprésentation de divorce chez
les couples où il y a un entrepreneur et l'autre qui est salarié ou un truc comme ça, parce que s'il n'a pas complètement accepté que la vie de l'autre est fucked up et qu'il y a tout le temps quelque chose dans sa tête, que c'est difficile d'être présent, parce qu'en fin de compte c'est ça le vrai problème souvent, la présence, le sentiment de présence. Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, c'est que t'es tout le temps en train de penser à un truc. C'est vrai. Tu peux être là, mais les gars, moi, Eric, physique mais mental, parfois t'es un peu absent. Mais Eric Larchevêque, il me disait, ce que je lis dans le podcast, il me disait, mais en fait, moi, lui, c'est assez extrême ce qu'il dit, mais il dit, mais moi, j'avais envie de dire, mais quand on me proposait de venir dîner avec des potes, je disais, mais foutez-moi la paix. Non, mais je veux penser à mes watts, quoi. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Moi, c'était ça sur tout ce qui est les sujets annexes, préparation des vacances. Ça, c'était un truc mais qui me saoulait à un point. Non pas que j'aime pas partir en vacances, mais... Bien sûr. T'avais pas préparé les vacances, quoi. Dans l'ordre des priorités et des urgences dans ta tête, clairement... faire le comparatif de 27 compagnies aériennes pour savoir s'il vaut mieux partir le jeudi soir à 18h ou le vendredi à 10h du matin, en fait, tu t'en fous. Voilà. Et la personne avec qui t'es, pour qui c'est important, elle s'en fout pas. Parce qu'elle dit, c'est quand même nos vacances, c'est super important. Et c'est vrai. Sauf que toi, tu t'en fous. Et tant que l'autre n'a pas compris ça, ça donne des discussions un peu houleuses. Et c'est vrai que ça peut créer des problèmes. Et qu'est-ce qui a changé, du coup, quand elle est devenue entrepreneur ? Tout. Là, du jour au lendemain, et je dis ça vraiment, c'est pas du tout c'est pas condescendant, parce que c'est juste que je l'ai fait avant elle, donc c'est moi qui ai vu le changement, mais pour le coup aujourd'hui elle est une entrepreneur incroyable, elle fait des trucs vraiment de fou que je suis bien incapable de faire d'ailleurs, mais du jour au lendemain, oui, ça a tout changé parce qu'elle a compris ce que c'était, et maintenant je la vois avoir exactement les mêmes attitudes que je pouvais avoir il y a quelques années, ou que j'ai maintenant d'ailleurs, pareil, et ça a tout changé. Là, il y a une compréhension mutuelle qui est totale. Voilà. Génial. Totale. Ça a d'autres inconvénients. Alors vas-y, parlons-en, parce ça que... a d'autres inconvénients, parce que là, je les connais bien, mais vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu vois comme inconvénient. Non, mais ça crée, disons que la charge mentale qui était sur une personne avant, maintenant, tu sais, t'as le 1 plus 1 égale 3. Souvent, on dit quand on fusionne deux boîtes, oui, on va fusionner, ça va faire 1 plus 1 égale 3. Là, en termes de charge mentale, c'est exactement ça, c'est 1 plus 1 égale 3, parce qu'on a nos charges mentales respectives, et puis on les met en commun. Alors, je sais pas si c'est une bonne pratique, hein. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui diraient il faut laisser le privé, le machin. C'est impossible. Enfin, nous, on est incapables de faire ça. Ne serait-ce que parce que je pense qu'on a besoin l'un de l'autre et que c'est quand même très agréable de pouvoir parler à quelqu'un qui te comprend. C'est quand même cool, hein. Tu rentres, je peux lui parler d'un problème managérial. Je vais pas avoir quelqu'un en face qui m'écoute, qui comme ça, elle va exactement comprendre parce qu'elle a les mêmes et réciproquement. Donc ça, c'est cool. Ce qui est pas cool, c'est que ta vie, c'est que ça, quoi. Ta vie, c'est que ça. C'est le boulot du lundi matin à 8h au dimanche 23h. Mais tu aimes ça, ou tu dirais que c'est frustrant ? Au fond, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Il y a des moments où tu te dis c'est trop, et que je sois clair dans ce que je dis, c'est pas tant le volume de travail. C'est pas bosser 24/24, c'est plutôt c'est la charge mentale, c'est la fameuse, hein, c'est avoir en tête tes problématiques liées au boulot en permanence, et donc les partager avec l'autre. Mais au fond, oui, j'aime ça parce que intellectuellement, c'est mon épanouissement, ça me passionne. Et puis j'adore, au fond, je râle toujours quand elle me partage des trucs en lui disant parfois, j'ai un peu mes problèmes et elle doit sûrement penser la même chose. Mais en pratique, ça m'amuse. Ça m'amuse déjà parce que ça me change des miens. Voilà, je me mets dans ses problèmes à elle. Voilà, j'ai l'impression tout d'un coup d'avoir un regard externe brillant alors que sur les miens, je suis complètement bloqué. Je me dis, ah oui, tu devrais peut-être faire ça. Et parfois, je me dis, applique-toi peut-être à toi-même ce que tu viens de dire, ce serait bien. Ouais. Et puis, non, mais ça m'amuse, quoi. Au fond, ça m'amuse. Je suis pas sûr qu'elle partage ça. Ah ouais, tu penses Non, je pense qu'elle est moins... elle aimerait pouvoir s'en détacher plus. De l'entrepreneuriat, dans le quotidien du couple. Je pense qu'elle aimerait... Elle n'y arrive pas. Je l'aide pas non plus, mais au fond d'elle, si elle pouvait s'en détacher, si elle pouvait créer plus de détachement émotionnel avec ce qu'elle est en train de faire, je pense qu'elle aimerait. Enfin, je vais pas parler pour elle. Elle est tout à fait capable d'exprimer ça mieux que moi. Mais c'est mon ressenti. Voilà, c'est mon ressenti. Je comprends. Moi, par exemple, tu vois, je suis en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré dans la même entreprise. On s'est rencontrés chez Ignition Programme, tu vois, le cabinet de recrutement dans lequel on a été pendant 8 ans. Et dont a issu le club Bootstrap que j'avais monté comme une filiale de ce groupe-là, tu vois. Et en fait,
pendant du coup toutes nos années de salariés, on a tout le temps parlé de nos sujets en commun, c'est-à-dire le coaching, le recrutement, le monde des startups en général. Et depuis que maintenant on est indépendants chacun, on parle de elle et les coachs, tu vois, et moi j'ai lancé mon podcast et puis je fais un peu de conseils à côté. En fait, on parle de nos sujets. C'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre les gens qui disent que c'est un problème, tu vois. Je trouve que c'est plutôt enfin, évidemment qu'il y a des problèmes, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, comme tu dis, parfois, moi j'en ai marre, je pense qu'elle en a marre aussi, mais c'est tellement un avantage d'avoir quelqu'un qui comprend le métier de l'autre profondément, tu vois, et qui comprend en plus la personne. Moi, je pense qu'elle a résolu plus de situations que n'importe lequel des coachs que j'ai eu ou des psys ou quoi que ce soit, tu vois, en vrai. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que ça présente une vision un peu extrême du travail. Voilà. C'est pas trop dans l'air du temps, en fait. Tu vois, si bon, tu crois? Je pense pas. C'est quoi l'air du temps? L'air du temps, c'est quand même d'essayer d'avoir un équilibre entre une vie personnelle, une vie professionnelle. C'est d'essayer de se préserver mentalement. Enfin, moi, je suis une génération où, quand je commençais à bosser, le volume horaire n'a rien à voir avec ce qui est fait aujourd'hui. Mais rien à voir. C'est un autre monde. On vient d'une époque où sortir à 22h du boulot, c'était pas... Je dis pas que c'était ni normal ni bien, mais c'était... c'était classique. Tu sors d'une grande école d'ingé, tu commences tes premiers boulots. C'est ce que tu as fait, toi. C'est ce que j'ai fait. Tu sors à 21h, tu sors à 22h. Voilà, c'est normal. Aujourd'hui, c'est rare. À part dans certains métiers. Il y a des métiers où ça fonctionne toujours comme ça. Et je dis pas que c'est bien, hein. Franchement. Je pense que les gens sont beaucoup plus heureux en faisant ça, et c'est une très belle évolution. Mais donc, ça va quand même plutôt dans une tendance où il y a une préservation de la personne, où tu essayes que les sphères empiètent pas les unes sur les autres. Nous, on est quand même dans des modèles extrêmes où les sphères, c'est pas qu'elles empiètent, c'est qu'elles sont... Il y en a qu'une, en fait. Moi, je trouve que le modèle qui consiste à dire que le bonheur se trouve directement est une connerie. C'est-à-dire que En fait, penser que c'est parce que... en gros, c'est par... Si je schématise, hein, je caricature, mais que c'est par loisiveté. Tu vois, c'est-à-dire le fait, tu vois, d'aller boire des coups... de scroller sur Insta. Ça met le travail dans une case alimentaire de fait, et donc le bonheur dans la case qui n'est pas le travail. Ce qui n'est pas le travail, mais c'est horrible comme perspective, tu vois. Je partage. On est d'accord que... mais en plus, ce que je trouve idiot, c'est que c'est particulièrement effectivement un truc qui est plutôt associé au salariat, alors que c'est dommage, tu vois, c'est le sentiment d'utilité, d'épanouissement qui fait que tu es heureux dans ta vie. Et d'ailleurs, après, quand tu avances dans la vie, là tu le connais parce que t'es papa, mais c'est ça aussi qui va te remplir d'un sentiment d'utilité. C'est dur, parce que c'est fatigant, parfois c'est agaçant, parfois tout ce que tu veux, tu perds des libertés, mais on se sent utile, quoi. Moi, je me sens méga utile. Je me suis jamais senti aussi utile que d'être que maintenant que je suis père, tu vois. Je sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais... Ah oui, clairement. Donc en fait, en tout cas, toi, tu trouves que c'est une frustration, notamment par rapport à tes salariés. Tu te dis que c'est plus difficile aujourd'hui de leur demander d'être engagés, de bosser fort, de bosser tard, Ouais, je fais pas ce pont-là jusque-là, tu vois, je veux pas vieux-coniser en mode c'était quand même mieux avant, quand les mecs étaient corvéables à merci. C'est pas du tout ça, tu vois. C'est pas... je trouve que c'est pas facile dans les boîtes de générer de l'engagement. Je le corrèle pas forcément à une histoire d'époque. Je dis pas avant... je sais pas si c'était plus facile avant, j'en sais rien, j'étais pas CEO il y a 20 ans, donc j'en ai aucune idée. Je trouve juste que factuellement maintenant, c'est pas évident de générer de l'enthousiasme, de l'engagement. Alors je m'y prends peut-être très mal. Je pense que les périodes économiques difficiles, ça aide pas non plus. C'est quand même plus facile quand tout est sur une pente super ascendante de générer une espèce d'énergie collective quand tout va bien, que quand les messages que tu fais passer sont toujours prudence, doucement, attention, risque. Tu vois, quand tu es dans ce vocabulaire-là, tu peux pas espérer que tout le monde lève la main en disant c'est super, c'est parfait, c'est le moment qu'on a choisi pour s'engager à mort avec la boîte. Donc, mais oui, je trouve que c'est un enjeu managérial qui est difficile. C'est difficile. La notion d'engagement, elle est difficile. Alors, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est conjoncturel? Je sais pas. Je suis pas assez fin psychologue pour analyser ça. Je vais même te poser la question différemment. Comment tu penses que tes salariés te décrivent en tant que manager, en tant que CEO? Ça, c'est dur comme question. J'en sais rien. Je sais même pas si j'ai envie de leur demander.
Je sais même pas, je paierais pour ne pas lire les réponses. Tu sais que moi j'ai fait ça une fois dans un séminaire du club Bootstrap. On avait demandé à. Donc il y avait 40 CEO qui étaient là. On a envoyé un typeform à toutes leurs équipes et leurs associés. C'est dur. Avec des questions sur voilà, quelle est sa plus grande force, quel est le point que tu aimerais le plus voir changer chez lui, et une note. Et en plus on avait fait ça parce qu'on sait que tout le monde est compète, donc à la con, tu vois, donc on s'est dit on va mettre une note de leadership. Et donc les gens ont mis une note. Il y avait des gens en vrai, il y avait des gens qui étaient hyper agréablement surpris, qui se considéraient comme des très mauvais managers, et le gars il avait genre 8,5 sur 10, tu vois. Et d'autres qui roulaient des mécaniques, ils se sont tapés des 5 sur 10, tu vois. Et 5 sur 10, c'est que t'as pris des 3 hein, et t'as pris des 2. C'est dur parce que généralement, les salariés sont quand même plutôt. Ils essaient d'être sympas quand même avec toi. Donc c'est que vraiment là, il y avait des griefs. Ouais. Non, j'ai du mal à répondre à ta question. Puis tu sais, c'est toujours pareil. Il y a l'image que tu penses que tu renvoies, l'image que tu as envie de renvoyer, l'image que tu renvoiis réellement. Enfin, il y a vraiment 3-4 étapes. Le truc, si t'es sincère avec toi-même, tu penses qu'ils disent quoi? Mais le bien comme le mauvais, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, Alors, en tant que CEO, je pense que ce qu'ils apprécient, c'est la partie leadership, inspirationnel, bon communicant. Je suis quand même la figure publique de la boîte et je pense qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un comme moi qui prend la parole, qui monte sur scène, qui incarne leur boîte, qui le fait avec de l'énergie, du sourire. Ça, je pense qu'ils aiment bien. Après, il y a une différence entre l'ensemble des salariés et mon équipe, les gens que je manage directement. Pourquoi dire ? Ouais, c'est pas du tout la même chose. Parce que eux, il y en a qui me voient en tant que CEO, donc assez loin. Enfin, je cherche pas du tout à mettre de distance, au contraire, mais bon, au quotidien, je travaille pas avec eux, donc ils me voient pas du tout en tant que manager. Et puis il y a ceux avec qui vraiment on fait des sujets ensemble et qui moi en tant que manager. Eux, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils disent. Je sais pas ce qu'ils disent. Il faudrait quand même que je leur pose la question un jour. Ce serait pas mal. J'apprendrai sûrement des choses. Tu penses que, si je t'aide un peu, tu penses qu'ils disent exigeant ? Oui, exigeant, c'est sûr. Je suis très... Embarquant, peut-être aussi, non ? Oui, je pense non, mais ils apprécient mon côté... je suis investi. Voilà. C'est-à-dire que je suis à fond. Je suis à fond sur les sujets. J'aime quand ça bouge. Je suis assez impatient, mais dans le bon sens du terme. Enfin, j'ai vraiment envie que ça bouge. Parfois trop vite. Ce qui est un reproche qu'on peut me faire aussi. C'est-à-dire que l'énergie qu'il faut mettre dans du 0 à 1... où tout va très très vite, tu sais, tu mets un petit coup de volant, boum, la voiture elle part comme ça. Je considère pas qu'on est une grosse boîte, mais bon, mine de rien, on est sur plusieurs pays. Maintenant, le petit coup de volant, il faut qu'il se répercute un peu dans le reste de la machine. Donc, mon côté excessif de hop, un petit coup là, un petit coup comme ça, tu as des gens derrière aussi qui se disent attends, ok, mais là on n'a pas vraiment compris si on devait aller là, ça change. Donc ça, faut quand même se méfier. Je me suis beaucoup amélioré en management. Je partais tellement loin. Après, on l'a dit, créer la boîte à 27 ans, j'avais pas vraiment d'expérience de manager avant ça, qui je pense d'ailleurs est un grand drame de toutes les boîtes de la French Tech. Souvent, elles sont créées par des cofondateurs relativement jeunes, soit c'est des premières boîtes sorties d'école, soit c'est un peu après, mais pas longtemps après. C'est assez rare d'avoir des managers expérimentés qui montent ces boîtes-là. Et d'ailleurs, on le voit, assez souvent, les fondateurs se font remplacer à un moment ou à un autre par des managers expérimentés. Ça ne veut pas dire qu'ils se font virer de la boîte, mais ils passent sur un rôle qui est plus un rôle inspirationnel, un rôle à définir, et ils laissent la place à des managers expérimentés. Je ne sais pas si c'est bien, mais on le voit sur le marché. T'as entendu la théorie du founder mode ? Oui, bien sûr. Brian Chesky. Oui, bien sûr. C'est qui dit que les boîtes de la tech, les scale-up en particulier, ont été en grande difficulté quand justement, quand même, ils sont passés en manager mode. Donc, on a mis des DG, on a mis des managers professionnels à la tête de ces boîtes-là qui sont quand même fondamentalement innovantes, avec en plus des entrepreneurs, des fondateurs qui sont hyper particuliers, inspirants, capables de changer la donne. Et que quand ces gens-là se sont sortis de l'opérationnel et qui sont restés en gros au niveau codir, comex, à donner des grandes décisions, mais plus du tout à rentrer dans les détails, notamment de leurs produits, c'est là que ça a mis le bazar, tu vois. Toi, comment tu le vis comment tu vis ce truc-là ? Tu restes lointain ? Non, tu rentres dans les... mais là, tu touches un sujet qui, en plus, a été d'actualité pour nous, parce qu'il y a à peu près 1 an et demi, on a embauché un patron de la France. Donc la France, c'est notre bébé quand même, c'est notre vaisseau amiral. L'Espagne est un peu plus petite et il y a un managing director là-bas qui est très indépendant, donc pas de problème. La Suisse, c'est le tout début, donc c'est un mode un peu speedboat, on va dire.
La France, c'est notre vaisseau amiral, c'est là où on a créé la boîte. On a embauché un boss. Quand tu embauches un boss, c'est pour qu'il soit le boss, c'est pas pour que tu lui marches sur les pieds. Donc j'ai eu beaucoup de mal, et je parle au passé, mais honnêtement, je pourrais quasiment parler au présent, à trouver ma place. Lui aussi, d'ailleurs, aussi. Je pense franchement, ça n'a pas dû être simple pour lui non plus. Déjà, on est trois cofondateurs. Donc, il n'y a pas que moi. Il y a aussi mes autres cofondateurs qui sont un peu dans la même situation que moi. Donc, ce jeu-là de trouver ta place par rapport à... le CEO, par contre. C'est moi le CEO, mais par rapport à ton managing director, à qui tu as d'un côté envie de laisser toute l'autonomie parce que tu l'as embauché pour ça, et que si tu le fais, c'est que tu as une bonne raison de le faire. Et en même temps, tu as ce côté founder mode qui parfois revient au galop où tu dis « Ouais, mais quand même, c'est quand même notre boîte, donc là, je vois un truc qui me plaît pas, donc il faut que je le dise, donc mais à qui je le dis ?» Bon, difficile. Et si tu veux, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre un peu ce que tu évoquais, c'est-à-dire où est-ce que tu as le plus de valeur. Je pense qu'il ne faut pas essayer de se mettre dans un rôle qui est un peu artificiel. C'est-à-dire que souvent, la tendance naturelle, c'est t'embauches un codir, tu mets des managers, et toi, tu te mets au-dessus. Parce que c'est naturel, tu es fondateur, shareholder majoritaire, donc tu te positionnes un peu naturellement au-dessus. Mais c'est pas forcément là où tu as le plus de valeur, parce que c'est pas forcément là où tu es bon. Tu vois, est-ce que être un bon founder, c'est-à-dire la personne qui met quand même une énergie de malade, qui déplace des montagnes, qui est souvent assez quand même, ça vient du sens du détail, parce que tu as une exigence que parfois les gens n'ont pas. Toi, tu vois des choses que les gens ne voient pas. Et tu es capable de mettre de l'énergie, de mettre du lien, ce que tout le monde ne peut pas faire dans la boîte. Bah, finalement, tu passes de ça, qui est ta qualité, à un rôle où tu es censé chapeauter, donner des grandes directions, donner un cadre avec de l'autonomie, en checkant les performances à intervalles réguliers. Enfin, un rôle qui n'a rien à voir. Bah, c'est pas forcément là où tu es le mieux. Et donc la grande difficulté, c'est de trouver le point d'équilibre entre un rôle de board member actionnaire, parce que ça c'est un fait, tu es board member et actionnaire, et en même temps ta place dans l'organisation. Donc soit tu te sors de l'entreprise, et tu dis bah maintenant je me cantonne d'être un board member et actionnaire, et donc je relève les compteurs, voilà, je viens faire mon petit truc tous les 3 mois, il y a mes managing directors en face, alors les chiffres, très bien, super, bon, ok, ça avance. Ou alors, tu joues toujours un rôle opérationnel dans l'entreprise et il faut accepter que ce rôle, parfois, ça ne va pas être un rôle de management. Pour te donner un exemple, mon associé, Alexandre, ne manage plus personne aujourd'hui. Il est contributeur individuel. Et il n'a jamais été aussi performant que maintenant, par rapport aux dernières années. Avant, il manageait tout un tas de personnes. C'était lui le top de l'organisation conseil. Je ne suis pas sûr qu'il s'épanouissait à mort dans ce rôle-là. Il n'était pas forcément le meilleur. Il le dit lui-même, donc je ne fais pas une grande annonce sur le podcast. Et là, maintenant, il est dans un rôle où il ne manage plus personne. Il manage par influence, c'est-à-dire qu'en montrant l'exemple, en étant super opérationnel, déjà, ça fait un bien à la boîte de malade. Et puis lui, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus épanoui qu'il y a 2 ans. C'est fort parce que je trouve que évidemment, la partie la plus difficile, évidemment, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone et donc j'ai un coup de téléphone qui arrive et donc je vais le couper tout de suite. Non, ce que je trouve fort là-dedans, c'est que c'est l'ego. En fait, c'est que quand même, en effet, si les startups en étaient arrivées à ce manager mode, c'est parce que on a vendu que la réussite du fondateur, c'est de passer toutes les étapes du jeu vidéo en étant à la base effectivement le premier commercial et puis après petit à petit le premier directeur commercial, puis après le premier DG et de le rester et puis au mesure que la boîte grossit et donc être le mec aux manettes. Et c'est vrai que quand comme la fonction managériale, surtout en France, le management c'est plus une promotion qu'une compétence. Oui, bien sûr. Et c'est vaut pour les fondateurs quoi. Donc je trouve que c'est fort. Comment il a fait, tu penses, et comment vous avez fait pour décorréler cette partie égo, tu vois, en fait, c'est moi qui gère X personnes et donc X partie du CA, et en fait, non, je suis un expert métier et je vais montrer l'exemple. C'est venu naturellement, mais ça a mis du temps. C'est ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été simple de le réaliser. Par contre, quand on l'a compris, ça a été très simple de prendre les décisions. Il n'y a pas eu de conflit, d'ego, de se dire « ouais, mais là, je perds du périmètre ». Une fois qu'on a compris, en fait, on a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Parce que nous aussi, on était dans un modèle classique. Petit peu d'eau ? Oui, plaisir, merci. Il fait quand même très très chaud, je le précise. Ceux qui nous écouteront tranquillement dans leur clim. Il fait au moins 32, 33 dans l'ambiance tropicale. Très très chaud. Donc voilà, on a mis du temps peut-être trop d'ailleurs, à analyser notre situation, ce qu'on faisait bien, pas bien, à voir aussi ce qu'on n'avait pas réussi à faire. Tu vois, on s'est dit, mais en fait,
Ça, on n'a pas réussi. Pourquoi on n'a pas réussi ? Parce que, au fond, aucun de nous trois n'est un très bon manager opérationnel de ça, n'est très bon pour faire ci, ça. Il faut des gens qui sont très différents de nous, qui vont apporter leur expertise. Et ces gens-là, il faut leur faire de la place. Et nous, il faut aller vers ce sur quoi on pense être les meilleurs. Et une fois qu'on a compris ça s'est fait naturellement. Mais le chemin a été long pour le comprendre. Et ça, une petite anecdote assez récente, ça fait toujours débat entre, tu vois, Alexandre et moi. Lui peut considérer à certains moments qu'on a atteint nos limites. Donc, tu vois, je suis hyper transparent en disant ça. Si les salariés de la boîte écoutent, ils vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» Il peut considérer que on a quand même amené la boîte de 0 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est pas... Vos limites en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur dirigeant, quoi. Nos limites personnelles, tu vois, de compétences. Ouais. Vraiment, on a fait un bon boulot, 0, 30, pas mal, plusieurs pays, etc. Et il m'a dit à plusieurs reprises, je pense que là, pas on est au bout, on n'a plus envie, mais on est au bout de nos compétences. Et donc, il faut faire venir des gens qui ont d'autres compétences pour faire le milestone d'après. Et on a eu cette discussion de manière très transparente. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, parce que je considère qu'on peut se stretcher et qu'on peut aller beaucoup plus loin. En revanche, là où il a raison, c'est accepter qu'il y a tout un pan de compétences où il y a des gens qui sont bien meilleurs que toi. C'est-à-dire que l'erreur, c'est d'essayer de penser que tu es tout en haut de la pyramide d'un point de vue intellectuel et compétences, et donc que tous les autres qui sont en dessous, de fait, sont moins bons que toi sur ce que tu fais. Oui, ça, continue à recruter meilleur, ça paraît être une évidence, mais ça l'est pas tant que ça. Et donc là, le jeu, ça a été de trouver le point d'équilibre entre... Non, en tant que fondateur, on a toujours une énorme valeur ajoutée pour la boîte. En revanche, on va aller chercher des gens qui sont très complémentaires. Qui, ça se trouve, même s'ils sont beaucoup plus seniors, beaucoup plus expérimentés, et c'est le cas des gens qu'on a recrutés, des gens qui ont une quinzaine d'années de plus que nous, qui ont beaucoup plus de background, je suis persuadé qu'il y a des choses qu'on sait faire qu'ils ne savent pas faire. Et évidemment, l'inverse est très très vrai, et c'est pour ça qu'on les a recrutés. Et le tout, c'est d'arriver à trouver la bonne combinaison, le bon point d'équilibre. Et là, tu commences à avoir une organisation qui peut performer. Mais ce cheminement intellectuel, là, quand je le dis, ça paraît peut-être assez évident, mais pour un fondateur, il n'est pas si simple à faire. Mais pas du tout, parce qu'il faut un bon regard sur soi, il faut être, comme tu dis, il faut accepter de regarder ses limites, il faut accepter aussi de regarder ses forces, de les accepter, de se valoriser là-dessus, tu vois. Moi, j'aime bien la théorie de la zone de génie. Tu vois, tu connais ? Ouais. C'est l'idée, c'est le. C'est pas la tortue et le singe, mais. La zone de génie, elle est plus classique quand même. Celle-là, ça va. Donc, pour les auditeurs, c'est globalement l'endroit où tes compétences, là où tu es excellent, rejoignent l'endroit où tu prends le plus de plaisir. Et donc, c'est ce qu'a trouvé mon associé, tu vois. Voilà, là, il est vraiment, exactement, je considère, à l'heure actuelle, dans sa zone de génie. Vraiment. Et alors, du coup, toi, si on part de ce principe que tu apportes le plus à l'entreprise quand tu es dans ta zone de génie, toi, c'est quoi ? Comment tu l'as défini, ta zone de génie ? Tu vois, je cherche encore. Et toute l'évolution organisationnelle qu'on est en train de faire, le scale, la structuration, le machin, fait que tu me demandais là où t'es à poil et sans filet. Tu vois, j'avais hésité avec deux anecdotes. Il y avait celle de la Suisse et le deuxième cas de figure, c'est trouver sa place dans une organisation qui grossit et qui parfois te dépasse un petit peu. Là, parfois, je me sens un petit peu à poil parce que je cherche ma place, pas dans un mode je suis perdu et je me lève le matin en me disant mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Mais je cherche le point d'équilibre et peut-être cette zone de génie où déjà à titre perso ça va être super super épanouissant pour moi, et en plus ce qui est quand même mon objectif, c'est là où j'apporte le plus de valeur pour la boîte. Je suis quand même payé pour ça, quoi. Donc mon but c'est d'être à l'endroit où ma contribution est la plus forte, la plus intéressante pour les gens, la plus créatrice de valeur. Donc je cherche encore. J'ai le sentiment que là, j'y suis presque. Je suis beaucoup dans le 0 à 1. Donc, je suis quelqu'un qui suis fort pour démarrer les choses. Il y a des gens bien meilleurs pour les scaler, voilà, vraiment en mode run. Donc ça, il ne faut pas trop que j'y sois parce que c'est pas là où je suis le meilleur. En revanche, oui, le démarrer, cette espèce d'impulsion, d'énergie initiale que tu vas mettre pour sortir un truc de terre, ou pour la... Très entrepreneur, en fait. Très entrepreneur, oui, bien sûr. C'est-à-dire pour 95% des gens, la feuille blanche, c'est une angoisse. Pour moi, c'est une passion. Voilà. J'adore les feuilles blanches.
On est chez Feuille Blanche d'ailleurs. On est chez Feuille Blanche, c'est vrai. En plus, il n'y avait même pas de. On les salue. En plus, j'ai le logo en face de moi. J'ai vraiment Thomas et Solène, on vous salue. J'ai aucune excuse. Mais voilà, ça c'est très perso et c'est peut-être un trait de l'entrepreneur. Voilà, Feuille Blanche, c'est une source d'excitation. C'est génial d'avoir une feuille blanche. Ouais. Mais je me suis rendu compte d'un point de vue managérial que pour 95% des gens, c'est un stress épouvantable une feuille blanche. Ne pas donner de cadre, c'est d'une violence extrême. Et ça, tu vois, dans mon apprentissage managérial dont je parlais tout à l'heure, j'ai mis 8 ans à le réaliser. Je pensais que j'étais un bon manager en t'ayant en face de moi et en disant « Non, mais voilà, ton périmètre, c'est ça, exprime-toi, quoi. » J'en ai tué beaucoup des gens comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas du tout un cadre épanouissant. La plupart des gens, ils ont envie qu'on leur dise, pas micromanager, mais qu'on leur dise, voilà, le cadre, c'est les ça. Attentes, c'est ça. Les objectifs, c'est ça. Pour y arriver, tu as tout un tas de liberté d'action pour y arriver, mais quand même, je te donne une espèce de ligne stratégique, une intention, on discute du cadre ensemble, on ajuste un petit peu. Moi, j'avais tendance à dire, bah si, il faut monter la BU, je sais pas quoi. Bah vas-y. Ça, c'est quand même le coup classique, je trouve que j'ai vu tellement, mais alors avec les patrons du Club Bootstrap, il y en a 1 million qui faisaient ça, mais c'était pareil en recrutement, quand je bossais en recrutement. Tu sais, c'est un exercice que les fondateurs détestent faire, parce que souvent, ils veulent partir bien en tête et se dire, oh, bah, je veux à peu près un mec qui fait du conseil et qui a fait un peu de commercial et ça va rentrer dans mon poste de chef de projet. C'est que en fait, il faut faire une scorecard, tu vois. Il faut bien définir les besoins, les rendre objectifs, et puis après les transformer en compétences. Et donc c'est le match des deux qui va faire que tu es au clair sur c'est quoi le type de scénario que tu peux avoir de recrutement et qu'ensuite tu réponds surtout vachement bien à tes besoins et tu as des attentes claires pour le salarié qui vont devenir ensuite une fiche de poste. Mais il y a tellement d'entrepreneurs que j'ai vu faire ça, quoi, de dire oui, bah écoute, il faut que j'attends que tu crées ta fiche de poste déjà. Ouais, ce serait pas mal que tu fasses. Ça, on l'a fait 10 fois. On l'a fait 10 fois. Quelle connerie. Ça marche une fois sur 10. Ah bah si ça marche si tu recrutes un entrepreneur. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Si tu recrutes un entrepreneur, ça peut peut-être le faire. Bah, écoute, on n'a pas. On a arrêté de faire ça en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était plus grosse erreur de management, tu penses? Oui, ça parmi tant d'autres. Mais je pense que ça, philosophiquement, c'est la plus grande, ouais. C'est l'illusion de l'autonomie. C'est l'erreur de penser que je fais un cadeau aux gens. Enfin, c'est de me penser bon manager parce que je me dis, mais si je lui ai laissé plein d'autonomie. Voilà, en fait, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Et ça, je l'ai appris. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais en fait, en plus, c'est destructeur. C'est-à-dire que c'est pas juste ça marche pas. C'est pire que ça. C'est destructeur. J'ai cramé des gens par cette attitude-là, qui en plus, après, a une conséquence. C'est comme ça se passe pas bien, bah tu repars dans un comportement qui est inverse. C'est-à-dire que tu pars avec une autonomie qui est comme ça, puis au bout de quelques semaines, tu te rends compte que, bon, pour des raisons que maintenant je comprends et qui n'étaient pas évidentes pour moi à l'époque, ça marche pas, parce que les gens se perdent, parce qu'ils sont pas structurés de la même manière, etc. Donc toi, tu te frustres. Tu dis, bah je comprends pas, tu as tous les moyens de proposer quelque chose, prends le stylo, vas-y, et propose quelque chose. Donc là, tu deviens pressant, stressant, tu commences à avoir la réaction inverse de micromanager, bah là, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, et tu crames les gens. Et là, ils t'en veulent. C'est beau, Hugo, un beau mea culpa. Hein. Ouais, mais les gens se reconnaîtront, j'espère. Ouais, mais m'écouteront pas, je pense. C'est ça, ce salopard de Hugo Guessling, c'est mort. Je pense que clairement, les personnes que j'ai en tête ne m'écouteront pas. Il y en a pas beaucoup, heureusement. Mais... Écoute, on gagne ou on apprend, comme on dit. Hein. Ouais. L'important, c'est de reconnaître les endroits où on est bon, les endroits où on a fait des erreurs. Et puis, si tu veux stretcher, comme tu dis, de toute façon, pour moi, parmi tous les fondateurs que j'ai vus, je trouve que ceux qui bloquent le plus, en réalité, tu vois, autour de la barre des 50 salariés, parce que je trouve que les entrepreneurs, quand ils sont bons, tu vois, t'arrives quand même à gérer 50 personnes. Parce que tu vois, c'est un produit, tu connais tout le monde, c'est une première structure managériale, mais tu connais vraiment, pareil, tu rentres là-dedans, tu vois, ça se fait quand même plutôt bien. Et c'est après ce cap-là où il faut vraiment lâcher prise sur quelque chose. Il faut avoir des managers de managers. Il faut, tu vois, il faut commencer à vraiment lâcher prise sur l'organisation, à toi changer de rôle, etc. Qu'il y en a plein qui est bloqué. Et ça peut durer des années. Où les mecs, soit parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils veulent pas les emmerdes qui sont associés à ça. J'ai reçu Thierry, que l'épisode s'appelle l'entrepreneur le plus cool du monde, Thierry Decroix. Et il dit, voilà, moi je suis content, il fait 10 millions, ils sont une cinquantaine. Il dit, mais moi, ça fait je sais pas, 15 ans qu'il fait sa boîte. Il dit, voilà, mais moi je suis heureux comme ça, je comprends très bien. Et j'ai pas envie de m'imposer ce truc d'hyper-croissance. Je suis heureux comme ça. Et voilà, il a construit sa philosophie d'entrepreneuriat autour de
voilà, ces moments de kiff avec son équipe, avec son temps libre, pouvoir faire plein de trucs. Voilà. Beaucoup de respect pour ça. Bah, c'est ça, tu vois, il faut tout, en fait, il faut tout pour en faire un monde, en fait. Et en tout cas, ouais, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à ça, quoi. À se réinventer à ce stade-là, il y en a tellement. Mais qui mettent de l'ego, quoi. Qui veulent pas reconnaître que le problème, c'est eux, tu vois. Parfois, c'est des grosses phases d'introspection, quand même. Hein, ah ouais, pour grave. arriver à se dire ça, tu as des petits moments de doute. Bah, c'est de l'ego, quoi. En vrai. Beaucoup, quoi. Tu m'as dit, donc là, tu m'as quand même parlé de ce que tu préfères dans ton rôle de CEO. Donc, si je comprends bien, c'est plutôt d'impulser l'énergie, de faire du 0 to 1, etc., d'embarquer les équipes vers ça. Qu'est-ce que tu détestes faire ? Alors, tu l'as un petit peu dit, mais quand même, j'aimerais bien que tu l'exprimes. Qu'est-ce que je déteste ? Il n'y a rien dans mes tâches. Si je donne d'un point de vue opérationnel, il n'y a rien dans mes tâches que je déteste. Aussi parce que je pense que je me suis affranchi des trucs que je n'aimais pas faire. Il y a en revanche ce que je trouve le plus... d'un point de vue perso, ce que je trouve le plus dur dans le rôle de CEO, c'est... on revient à ce sujet de charge mentale. C'est-à-dire que c'est quand même un poids que tu as sur les épaules qui ne te quitte jamais. Voilà, mais jamais, vacances, pas vacances. En tout cas, toi, c'est important d'engager le jeu sur ce genre de sujet. Non, t'as raison. En tout cas, moi, t'as raison. Mais enfin bon, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs avec qui je discute. J'en ai rarement quand même qui me disent ah non, moi, hyper cool. Je suis d'accord, mais j'ai des contre-exemples. Sûrement. Non, mais t'as tout à fait raison. En tout cas, voilà. Moi, à titre perso, ce que je trouve le plus dur dans la fonction, c'est ce côté... si t'as un affect énorme pour ta boîte, ce qui est mon cas, je peux pas m'empêcher d'y penser H24. Voilà. Bon, ça c'est le plus difficile globalement. Après, opérationnellement, ce que j'aime pas au quotidien, c'est j'aime pas la complexité organisationnelle. Je trouve qu'on a tous tendance à créer de la complexité organisationnelle, parfois pour pas de raison. J'ai mes plus grands moments de frustration sont quand je me rends compte que des gens se parlent pas. Voilà. Ça me rend hystérique. Ça me rend hystérique parce que je suis quelqu'un de très direct, très transparent, très honnête. Quand j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un, je le dis, mais gentiment en plus, tu vois, sans aucune agressivité. Et je suis persuadé qu'on peut résoudre quasiment toutes les situations juste en se parlant. Et quand parfois ça passe par moi, pas volontairement, et que j'entends, j'ai quelqu'un qui dit « Oui, mais alors ça, on m'a pas dit que, machin, je vais pas parler parce que j'arrive pas. » Je vais me dire « Mais attends, c'est pas possible, quoi. Il est en face de toi, tu vas le voir, ça te prend 5 minutes, vous en discutez, et puis on n'en parle plus de ce sujet. On va pas passer 15 plombes sur... Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ouais, je comprends. Et dans les boîtes qui grossissent, ça existe forcément. Je te parle même pas de l'international. Hein. Essayer de faire de la synchro entre les pays, c'est une tannée, quoi. C'est une tannée. Donc... En ce moment, tu l'as dit, hein, c'est une période très compliquée. Il y a beaucoup de boîtes qui sont à RJ. Enfin, là, un record même de faillite en France. Il y a plein de boîtes qui sont en difficulté, tout simplement. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ? Alors, c'est assez paradoxal, mais c'est pas les finances. Ça m'a jamais... j'ai jamais été un mec de finance. Jamais obsédé par l'argent. Donc... même si on traverse et on a traversé des périodes économiquement difficiles, donc où on n'était pas serein du tout, parce que le service, le conseil, a un monde assez particulier. Tu n'as pas d'ARR, c'est-à-dire que tu n'as pas... au 1er janvier, il n'est pas fait ton chiffre d'affaires. Non pas que les boîtes SaaS soient très protégées, mais c'est un modèle différent, on va dire. Donc c'est quand même un stress, et quand le marché fait ça, tu suis, quoi, généralement. Mais c'est pas les finances qui m'empêchent de dormir. Je pense que le plus dur, c'est l'engagement, l'ambiance, l'énergie. Voilà. Ça m'empêche de dormir. Parfois, ça m'attriste. C'est-à-dire que moi, j'ai construit cette boîte pour aussi partager des moments avec les gens que j'aime, qui sont dans la boîte, et sentir que depuis 2 ans, parce que c'est dans une passe difficile, l'ambiance est un peu retombée, c'est plus tendu, les échanges sont plus secs, il y a moins de moments de partage et de communion. Ça, je trouve ça dur. Ça me pèse énormément. Plus, paradoxalement, que de me dire, oui, le chiffre d'affaires, on a été habitué à un 0,30 millions en 10 ans, donc clairement, c'était plutôt une bonne croissance soutenue, et de voir que là, ça stagnouille et que ça me rend pas heureux, mais ça m'empêche pas de dormir. Par contre, voir des gens moins heureux, moins engagés, ça m'empêche de dormir. On revient sur le sujet initial quasiment, tu vois, sur le besoin d'être aimé versus d'être respecté.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, rendre les gens heureux ou les voir, ne pas les voir? Ouais, enfin si, les rendre heureux, tu vois, les rendre pas épanouis, c'est que ça veut dire quoi pour toi? J'ai envie j'ai envie qu'ils aient le sentiment d'être dans une boîte qui soit bien. Juste qu'ils soient bien, tu vois, qu'ils soient là par choix, qu'ils soient contents, fiers. La fierté, je pense que c'est le plus important. Tu vois, moi, avoir des gens qui sont pas fiers d'être dans la boîte, qui sont là parce qu'ils ont besoin d'un salaire, je les mets pas dehors. Au contraire, en fait, ça me rend triste. C'est pas du tout... je suis pas fâché, je suis juste triste. J'ai envie d'avoir des gens qui sont contents d'être là, qui rejoignent la boîte parce que ça les amuse, ça les excite, ils sont fiers de dire à leurs copains qu'ils bossent là. Enfin, voilà, c'est ça qui me plaît. Mais c'est pas facile. Je pense que ça fait partie des petites morts de l'entrepreneur que d'accepter qu'un salarié, par définition, est moins investi que soi. Tu vois. Ouais, mais ça, j'ai accepté depuis longtemps. Ça j'ai mis quelques années aussi, mais j'ai accepté. Tu vois, pour le coup, donc ma femme, Charlotte, est en train de commencer à l'accepter. Ok. Mais elle aussi. Il faut ravaler sa frustration. T'es entrepreneur, c'est ta boîte. Personne ne mettra jamais autant d'énergie dans ta boîte que toi, t'es capable d'en mettre. C'est normal, en fait. C'est juste normal. Donc ça, faut faire le deuil de ça. Mais moi, c'est pas tant. Donc, tu vois, ce point-là, ça fait longtemps que j'ai évacué. Pas de problème. Les gens, t'en as des très, très, très investis et je les remercie tous les jours. T'en as des beaucoup moins investis. Bon, et tout le monde n'est pas obligé d'avoir envie de s'arracher pour la boîte qui leur paye un salaire. Je comprends. Mais par contre, même quand t'es pas super investi, j'ai quand même envie que t'aies le sourire. Tu vois, c'est pas incompatible. Moi, c'est ça qui me... c'est pas grave si quelqu'un s'arrache pas, mais je veux qu'il soit quand même content d'être là. Si je te disais, est-ce que tu préfères que les gens qui ont bossé avec toi... J'adore les tu préfères. Ça a commencé sur des tu préfères à poil et sans fil avec le bon vieux Wilfried, mais c'est parti assez vite sur le couple libre, donc c'était... Ouais, je sais pas si on va dévier là-dessus. Malheureusement, ça dérive toujours sur des trucs sexuels. Après avoir parlé pendant 1h30, je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a une règle où ça finit toujours mal, c'est tu préfères, donc j'essaie de les limiter à un ou deux qui me viennent intéressants. Je t'écoute. Est-ce que tu préfères que des gens qui ont bossé avec toi se disent qu'est-ce que j'ai aimé bosser avec Hugo, tu vois, ou qu'est-ce que j'ai appris, tu vois, en étant avec Hugo? Ah, c'est dur ça, c'est dur. Mon biais, je le connais. Je vais dire que je pense la première. Je pense que je préfère qu'ils disent qu'ils ont aimé bosser avec moi. Voilà. Et entre guillemets, je sais que c'est pas la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, on est d'accord, voilà, etc. Mais la réponse managériale, c'est évidemment que c'est mieux que quelqu'un dans un cadre professionnel ait passé 2 ans avec moi. Tu vois, que ma chief of staff, le moment où elle est plus chief of staff, se dise « Ah, c'est super, qu'est-ce que j'ai appris sur ce poste aux côtés d'Hugo ?» Je devrais être beaucoup plus fier de ça. Mais au fond de moi, je me dis ça me ferait peut-être plus plaisir qu'elle dise c'était quand même sympa, on a passé un bon moment, que c'est incroyable tout ce que j'ai appris. Voilà. Mais tu sais, je suis pas d'accord avec toi. S'il y a les deux, c'est mieux. Hein. On est d'accord. Bien sûr. Mais tu sais, je suis pas d'accord avec ça pour dire que c'est pas, en tout cas, que c'est pas la bonne réponse managériale, parce que moi, je suis convaincu que, particulièrement sur ton modèle de service, de conseil, tu vois, c'est un métier humain, fait par définition. Mais il faut des gens comme toi, tu vois, il faut des gens qui ont ce biais-là. Et c'est super, en fait. Je trouve que c'est carrément même une force que d'avoir envie d'être... Ouais, alors ok, c'est sûr que c'est pas très beau, personne est fier de dire « Ah, j'ai besoin d'être aimé », mais en fait... Déjà, tout le monde a besoin d'être aimé et en plus, d'être fier, d'être heureux de générer ça chez les gens, de générer cette culture, cette ambiance et tout, c'est ça qui fait de la performance humaine collective, je pense. Donc au final, est-ce que c'est pas ta plus grande force? Après, je mets des limites à ça aussi, c'est-à-dire que là, tu me le demandes sous la forme d'un feedback qui me serait fait a posteriori, mais je ne fais pas d'action au quotidien dans le but d'être aimé. Je fais pas pas prendre des décisions clientélistes. En gros, je vais juste faire ça parce qu'en fait, les gens vont se dire « Ah, il est quand même super sympa. » Mais c'est ta façon d'être, ouais. Oui, mais voilà, c'est ma façon d'être. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas orienter des décisions d'entreprise. Quand il y a des décisions importantes d'entreprise à faire, tu vois, l'année dernière, on a dû annuler le séminaire parce qu'on n'était pas économiquement en position de le faire. C'était pas une bonne idée. C'est pas populaire comme décision. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Là, clairement, je me suis pas dit « Bon... je préfère que les gens ils disent il est quand même super sympa. Non, j'en ai rien à foutre. On n'a pas les moyens, c'est une décision d'entreprise. C'est pas, si vous n'êtes pas content, en fait, je vous l'explique, voilà pourquoi on le fait. Et là, il n'y a pas de être aimé, il n'y a pas de discussion.
Mais c'est plutôt dans les interactions au quotidien. Oui, j'essaye de créer un lien fort avec les gens parce qu'en fait, moi, je me nourris de ça aussi. Comme tu le dis, on est une boîte aussi founder-led. C'est l'énergie qu'on a envie d'impulser dans la boîte. C'est très humain. C'est très humain. Je me vois pas être à la tête d'une boîte où j'ai pas une connexion émotionnelle avec les gens avec qui je travaille. C'est pas ton kiff de remplacer tous tes salariés par des IA, quoi. Mais non, pas du tout. Bon, parfois, quand il y a des problèmes managériaux, je me dis que ce serait quand même pas mal. Allez, il l'a lâché, enfin. Parfois, tu dis, la vie serait plus simple, mais elle serait beaucoup moins marrante. Non, bien sûr que non. Non, on se marre. Enfin, c'est des années de ma vie à bosser comme un malade. Faut tirer du plaisir. Et le plaisir, il vient des relations humaines. Il vient pas des chiffres. Hein. Dire un PNL, ça n'a jamais apporté aucune satisfaction, quelle qu'elle soit. Ce qui apporte satisfaction, c'est les gens avec qui tu te marres au quotidien. C'est tout. Hugo, pour terminer cet épisode, je vais te poser une question un peu plus personnelle. J'ai déjà dit plein de choses. Ouais. Alors attends, on va y aller encore plus. Aïe. Tu vas voir, c'est simple. Qu'est-ce que le fait de devenir père a le plus changé chez toi en tant que dirigeant ? En tant que dirigeant, honnêtement, pas grand-chose. Je pense pas que ça ait... Alors, en tout cas, j'en ai pas conscience. Voilà. Peut-être que ça a été le cas, mais j'en ai pas conscience. Je sais pas, en fait. Je pense pas que ça m'ait vraiment beaucoup changé. Aussi parce que j'étais prêt. Tu vois, il y a un côté... finalement, j'ai eu un enfant donc à 33 ans, ce qui est pas si jeune. J'étais déjà, tu vois, chez Tiga, c'était déjà ma 6e année en tant que CEO. Donc, j'ai pas eu le sentiment, tu sais, que c'était un bouleversement pour moi, que je me suis rendu compte de trucs sur ma vie. C'était assez naturel. J'ai eu de la chance, on a eu un bébé, ça s'est bien passé. Pour le coup, très, très chanceux dans ce domaine. Donc, ça n'a pas été c'est un bouleversement comme pour tout parent, parce qu'évidemment, c'est un bouleversement affectif. Voilà, évidemment, tout l'amour que j'ai, c'est redirigé vers, évidemment, ma femme, enfin, quand même mon fils, quoi. C'est ça, je pense que tous les parents, faut être honnête, c'est quand même vers tes enfants que... Ouais, les gens ne soupçonnent pas ce qui se passe. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Bon, nous, on est des jeunes papas, mais les plus vieux parents nous regarderont en disant, bah, évidemment. Mais quand tu le découvres, oui, c'est un lien affectif qui est juste absolument extraordinaire. Donc ça, bien sûr, je l'ai découvert. Après, sur l'impact de ma vie professionnelle, honnêtement, je pense pas que ça ait eu un énorme impact. Ou en tout cas, je m'en rends pas compte. Okay. T'as plus ce sentiment d'amour qui te remplit de joie tous les jours, quoi. Ah oui, clairement. Oui, ça c'est sûr. Et j'arrive bien à combiner l'investissement émotionnel que j'ai pour la boîte et pour mon fils. J'ai pas d'incompatibilité. Tu sais, j'ai pas eu une espèce de révélation qui me dirait « Mais en fait, je me rends compte que la vraie vie, c'est la vie perso, qu'il faut moins... » Non, j'arrive à combiner les deux. Je suis toujours très pris charge mentale, mais ça m'empêche pas du tout de passer des super moments avec mon fils, de lui consacrer du temps. C'est pas... j'en ai qu'un. C'est pas infaisable. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui en ont 2, 3, 4. Là, je saurais pas faire. Mais un, c'est facile. C'est l'avantage en fait de faire des choses qu'on aime, c'est-à-dire avoir des enfants ou avoir une boîte sur un sujet qui en tout cas qui nous passionne, c'est qu'en fait j'ai envie de te dire, moi j'ai jamais autant priorisé dans ma vie qu'en ayant des enfants et en choisissant d'être exigeant sur qu'est-ce que je veux exercer comme métier ou comme activité. Bien sûr. Ça te fait écarter des gens qui parfois t'apportaient plus rien parce que juste tu peux pas, tu dois choisir. Donc oui, t'as tu vois, ça est là un peu logistique aussi, ça c'est sûr. Du coup en fait de l'énergie, c'est plus fatigant, mais en fin de compte je trouve qu'en tout cas t'as tendance à te concentrer si tu fais bien les choses sur vraiment ce qui a le plus de sens pour toi, et donc c'est tellement ça remplit tellement d'énergie aussi que tu vois t'y gagnes quoi à la fin. C'est vrai. Mais j'étais, tu vois, au moment où c'est arrivé, finalement, j'avais déjà un peu passé ce cap-là. Ouais. J'étais pas dans une vie où pour moi c'était une rupture, où je me suis dit, bon, faut que toute ma vie nocturne, de fête, ça change tout. Maintenant, c'est la boîte et mon fils. J'étais déjà dans une vie assez, alors c'est pas glam dit comme ça, mais assez guidée quand même, avec un rythme. Mes passions, c'est le sport, c'est la boîte, tout ça s'insère bien. Et en plus, avec une femme qui est entrepreneur aussi, ça fait 2 rythmes un peu de fou, mais ça passe quoi. Ça passe. Ouais, ça passe. Ok, trop bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année qui vient là? Tu peux Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Moi, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de cette crise là. C'est toujours l'énergie. Ça me pèse.
j'ai envie qu'on retrouve une énergie, un peu d'enthousiasme, de joie. Encore une fois, je m'en fous des chiffres, que ça explose. Juste envie de voir des sourires partout, l'énergie de faire des trucs ensemble. Refaire des séminaires à Marrakech. Refaire des séminaires. Non, Marrakech, on ne prend plus l'avion, monsieur. Non. J'ai failli le piéger, mais non. En bateau, peut-être. C'est un peu longuet, quoi. Train, bateau, voiture. Bon. Ouais, c'est un peu long. Là, le séminaire est déjà passé. Non, mais on vient de refaire un séminaire, là. On en revient, donc c'était très cool. Non, mais voilà, ce qui m'importe le plus, c'est retrouver cette énergie qu'on n'a pas complètement perdue, mais il y a des belles années que j'ai envie de revoir et j'y crois, dur comme fer. Bon, j'y crois avec toi et c'est gentil. Merci pour cet épisode hyper sincère et humain. Merci à toi de m'avoir invité. À bientôt. Salut.